que c'est qu'une réaction de compétition? Une réaction de compétition, c'est-à-dire que les deux réactions SN2 et E2 se rivalisent. Donc rivalise, c'est-à-dire ça vient de rival, c'est-à-dire compétitif, se rivalisent entre elles en raison de la dualité. Donc tout d'abord, je vais commencer par pourquoi. Pourquoi nous aurons des compétitions entre SN2 et E2. La première question, tout d'abord, donc parce que il y a une différence entre la base et le nucléophile. Donc, quelle est la différence entre les deux? La base, c'est un espèce chimique qui aime capter des protons, d'accord, des H+, et le nucléophile est un espèce chimique qui aime attaquer des carbocations. Donc, lorsque la base captait un proton, il va me donner une réaction d'élimination, E2. Mais par contre, lorsqu'il capte un carbocation, donc bien sûr delta plus ici pour pour éviter le mélange entre pour éviter le truc parce que c'est une compétition entre SN2 et E2. SN2 pas de carbocation, donc je vais essayer de terminer un carbone chargé par une charge partielle parce que SN2 ne possède aucun carbocation. Donc le nucléophile aime les charges positives qui se trouvent dans les carbocations. Donc les nucléophiles sont souvent basiques et les bases peuvent être nucléophiles. Donc chaque base a des propriétés nucléophiles, donc c'est-à-dire que cette base, il peut attaquer ce carbone. Et chaque nucléophile possède des propriétés basiques, c'est-à-dire qu'il peut attaquer ce proton. Donc pour cette raison, nous aurons des réactions de compétition. Donc il arrive souvent que l'on observe simultanément des réactions SN et E. Donc il y a une seule façon d'expliquer, c'est par les exemples. Donc un exemple de compétition, un exemple général. Donc lorsqu'on parle d'une élimination E2, c'est une réaction stéréo spécifique, c'est-à-dire que le X et le H doivent se trouver dans deux côtés différents, plus un nucléophile. Très bien. Donc le nucléophile, il peut attaquer soit la charge partielle delta plus qui se trouve dans le carbocation, et bien sûr, il peut, si notre nucléophile possède des propriétés basiques, il peut attaquer la charge delta plus qui se trouve sur le proton. Donc pour cette raison, on va trouver deux résultats, donc un mélange. Donc lorsque le nucléophile attaque le proton, donc la liaison va tomber ici et donc le X va s'éliminer. Donc voilà, donc nous obtenons la formation d'une nouvelle liaison C, double liaison C. C'est un alcène. Mais lorsque le nucléophile attaque le carbocation, donc il va y avoir une inversion de la configuration. C'est bien sûr le nucléophile va attaquer la molécule en arrière ou bien en haut. C'est le nucléophile se trouve en bas. Donc le nucléophile est ici. Donc ça c'est le résultat de l'élimination E2. Très bien. Et ça, c'est le résultat de la substitution SN2. Et donc, quand est-ce qu'on parle de E2 ou bien SN2 dans un mélange? Donc, bien sûr, c'est plus. L'un des deux est majoritaire, l'autre est minoritaire. Alors, comment je peux déterminer l'eau majoritaire, c'est-à-dire qui possède un pourcentage important par rapport au minoritaire? Donc tout d'abord, la première règle nous dit que si le substrat, c'est-à-dire le carbone qui porte le X, l'halogène, est primaire, si le substrat est primaire.
Donc si le substrat, ce carbocation est primaire, donc le carbone qui porte le X est primaire, donc nous aurons, on favorise la réaction SN2. D'accord? Si le substrat est primaire, on va favoriser une réaction SN2. Pourquoi? Donc primaire, c'est-à-dire lié avec un seul carbone, c'est-à-dire qu'il possède deux hydrogènes. Donc ici, il y a une compétition entre E2 et SN2, mais si notre substrat est primaire, donc il va y avoir une réaction de substitution, c'est-à-dire pourquoi une réaction SN2 et non pas une réaction d'élimination? Parce que si on élimine, on va trouver, donc si on élimine, on va trouver un alcène comme ça, CH2. Voilà, donc l'alcène, la H va tomber ici, CH2, CH2. Donc CH2, c'est quoi? C'est un alcène comme ça, c'est un alcène nulaire, c'est un alcène moins stable. Parce que d'après la loi de la stabilité des alcènes, donc un alcène quaternaire est beaucoup plus stable par rapport à un alcène tertiaire, beaucoup plus stable, etc., etc. Plus le nombre de substitutions qui entourent l'alcène augmente, plus la stabilité augmente. Donc si on utilise une réaction d'élimination sur un substrat primaire, on va obtenir un alcène nulaire, ce qui explique qu'il est moins stable. Et puisqu'il est moins stable, donc on favorise la réaction SN2. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, si le nucléophile est polarisable, et polarisable, on favorise SN2. Donc le nucléophile polarisable favorise SN2. Donc un nucléophile polarisable, il est capable de polariser la liaison CX. Donc un nucléophile polarisable favorise SN2 puisqu'il polarise cette liaison. Les substrats tertiaires favorisent E2. Là, c'est très intéressant. Si le substrat est tertiaire, ceci implique que la réaction est E2. Pourquoi? C'est le contre-exemple. Donc un substrat tertiaire va me donner un alcène beaucoup plus substitué. Donc je vais essayer de vous donner un exemple. CH3 tertiaire, donc CH2 et H qui va être éliminé par la base. Donc ici, voilà. Donc je trouve finalement un composé comme ça. Donc c'est un alcène beaucoup plus substitué car elle est, remarquez avec moi, 1, 2, donc c'est un alcène secondaire qui est beaucoup plus stable. Donc le substrat tertiaire favorise la E2. Les bases fortes stériquement encombrées favorisent E2. Voilà, troisième cas. Si la base est forte. Donc qu'est-ce que c'est qu'une base forte? Je vais essayer de vous donner un exemple. Donc comment je peux savoir que la base est forte? Donc par exemple le tertiobutyl, CH3 au moins K+, c'est ça le tertiobutyl. Donc on voit ici le tertiobutyl, il y a des effets donneurs sur le carbone central qui enrichissent la densité électronique. Donc ici c'est moins sur l'oxygène. Donc le carbone sera très riche, donc qui va enrichir l'oxygène. Donc plus la densité électronique augmente sur l'oxygène, plus la capacité à capter des protons augmente. Donc c'est ça la force de la base. Stériquement encombré, c'est-à-dire qu'il est incapable de former une liaison avec le carbone puisqu'il est stériquement encombré, ce qui explique que la réaction est de si la base est forte,
Donc on favorise l'élimination E2. Et puis le dernier cas, si la température, donc je vais essayer tout d'abord de donner un exemple. Donc CH2H. Donc si j'utilise un tertiobutyl, donc c'est CH3 en moins K plus. Donc le tertiobutyl, elle est incapable d'attaquer le carbocation car elle est très encombrée. Qu'est-ce que ça veut dire encombrée? C'est-à-dire qu'il y a un gène stérique entre les CH3. Qu'est-ce que c'est qu'un gène stérique? Le gène stérique, c'est la force de répulsion entre le nuage électronique des atomes. Donc ce sont, parce que la loi de Coulomb nous dit que les charges de même signe se repoussent. D'accord? Donc répulsion entre les charges de même signe, ce qui explique que le solvant, le tertiobutyl est incapable d'attaquer ce carbocation et donc il n'est pas un nucléophile. Il va attaquer le proton H+ pour former quoi? Pour former une double liaison. Donc ce qui explique que la réaction est une réaction d'élimination et non de substitution. Voilà, donc on va obtenir l'alcène, voilà, majoritairement. Donc SN1 favorise, c'est ça la signification de favorise, c'est-à-dire que l'élimination sera majoritaire. Et puis le dernier cas, si on augmente la température, on favorise bien sûr l'élimination. Donc plus tu augmentes la température, plus la chance de l'élimination va augmenter également. Donc par exemple, pour éliminer des impuretés dans l'eau, pour éliminer les impuretés dans l'eau, on va chauffer l'eau. Donc c'est ça le concept d'élimination. Il y a une très grande relation entre l'augmentation de la température et l'élimination. Voilà, donc il me reste que de donner un exemple pour bien fixer les idées. Donc un exemple de travail. Donc un composé comme ça, le Br, on va traiter ce composé là par deux éléments. Le premier, c'est l'éthanolate de sodium. Et le deuxième, c'est le tertiobutylate de potassium. Donc le tertiobutyl, c'est CH3, voilà, OK. C'est ça le tertiobutyl. Donc avec l'éthanolate de sodium, bien sûr on va obtenir ici delta- qui va attaquer le substrat primaire. Donc il va attaquer le substrat primaire et puis l'élimination de Br. Donc on va trouver un composé comme ça. Donc formation d'une nouvelle liaison carbone oxygène. Et l'oxygène déjà forme une liaison avec l'éthyle. Donc on va trouver, ça c'est un produit de la substitution nucléophile SN2 puisque le carbone est primaire. Donc avec un pourcentage de 90% plus un composé, donc l'éthanolate va jouer le rôle également, d'une base, donc il va arracher ce proton là et puis cette liaison va tomber ici et puis donc élimination de Br, donc on va obtenir un composé comme ça mais avec un pourcentage minoritaire, donc 10% du composé de l'élimination mais par contre 90% du produit de substitution. Si on utilise le tertiobutyl, donc le tertiobutyl a des propriétés basiques plus que de propriétés nucléophiles. Pourquoi a des propriétés basiques? Parce que c'est une base forte
Et deuxièmement, parce que c'est très encombré grâce au gène stérique entre les groupements méthyle. Donc il va arracher ce proton là pour que la liaison ici va tomber ici et pour qu'on va obtenir un composé. Bien sûr, donc je suis vraiment désolé ici, pas de liaison, voilà, parce que le PR est éliminé, donc pas de liaison ici. Donc on va obtenir un composé d'élimination parce que le tertiobutyle est une base forte et encombrée en plus de ça. Donc 85% de produit d'élimination E2, mais par contre on va obtenir un pourcentage minimal de la réaction SN2 parce que le tertiobutyle est une base voilà, est une base forte et très encombrée. Donc 15% du produit de SN2. Voilà, donc si au moins au lieu d'attaquer le proton, il va attaquer le carbocation, donc il va se comporter comme un nucléophile. Voilà, c'est ça concernant la réaction de compétition entre SN2 et E2. Donc on ne peut jamais avoir une compétition entre E1 et SN1 parce que la réaction est toujours de même ordre. Voilà, la différence c'est que SN et E. Donc on aura une compétition SN2-E2 ou bien une compétition E1 SN1, c'est ce que nous allons voir par la suite. Donc compétition entre E1 et SN1. Donc, puisque la première étape de leur mécanisme, c'est-à-dire la première étape de E1 et la première étape de SN1, respectif est commune, donc la première étape, bien sûr, c'est la formation d'un carbocation, comme nous l'avons déjà vu. L'élimination E1 est toujours en compétition avec la substitution SN1. Les facteurs qui influencent l'un ou l'autre des deux mécanismes sont assez semblables à ceux qui interviennent pour déterminer le rapport SN2-E2, donc c'est la même chose. Soit E1, SN1, c'est la même chose pour bien sûr, c'est la même chose pour E2, SN2. Donc, je vais essayer de déterminer un exemple de compétition. Bien sûr, la première étape, donc RCH3C. La première étape est une étape lente. Et puis, donc, le X va être éliminé par une rupture hétérolytique. Donc, dégagement de X- et formation du corps d'un carbocation. Donc, formation d'un carbocation. Donc, ce carbocation est plan dans le plan. Voilà. Et puis, si on utilise un nucléophile, ou bien donc si on utilise un nucléophile, NUP, donc nucléophile et base en même temps, donc nous pouvons avoir soit que le nucléophile va attaquer le carbocation, donc on va obtenir un produit de substitution. Donc on va obtenir un produit de substitution SN1. Donc puisque j'ai ici un carbone asymétrique, donc je devais trouver deux composés. Donc soit l'attaque est en arrière, voilà, une UP, soit l'attaque est en avant. Donc ce qui explique que c'est un mélange racemique. 50%
50%. Voilà. Plus le deuxième cas, c'est que le nucléophile qui possède des propriétés basiques va se comporter comme une base et donc il va arracher ce proton là et la liaison va tomber ici, donc on va obtenir un alcène. Voilà, donc c'est ça la compétition. Donc ça, c'est le résultat, c'est de composer, c'est le résultat d'une substitution nucléophile SN1, mais par contre, ce composé-là est le résultat d'une élimination 1, et bien sûr, qui sont les facteurs qui me permettent de favoriser un mécanisme par rapport à l'autre. Donc, le premier, ce sont les mêmes facteurs par rapport à SN2E2. Une élévation de la température favorise l'élimination E1. Et donc, une augmentation de la force de la base favorise E1. Voilà.